Alors, juste les quelques règles du webinaire. Donc, on est sur un format dans lequel vous ne pouvez pas intervenir directement à l'oral. Par contre, vous pouvez poser des questions. Utilisez l'onglet Q et R, donc questions-réponses, que vous avez dans votre barre de visio. Euh, Utilisez plutôt cet onglet-là et évitez d'utiliser le chat. On va suivre les questions-réponses par le Q et R. Alors, on va se présenter. On va être deux personnes à intervenir pour ce webinaire. Donc, moi, je suis Guénaëlle Carlier. Je suis responsable du service dynamique territoriale et innovation au sein de la direction transition énergétique du SDEC. Et Eva Amiel, chargée de projet énergie renouvelable au sein de l'équipe de Guénel, Dynamique territoriale et innovation. Et puis, on va également avoir une troisième personne qui va suivre vos questions. Oui, bonjour Hélène Chauveau, je n'interviendrai pas, mais je suivrai attentivement vos questions. Et pour certaines d'entre elles, j'y répondrai au fil de l'eau et je ferai une compilation des questions d'intérêt, disons, collectif, et on répondra à celles-ci en fin de webinaire. Voilà, donc Hélène Chauveau, qui est notre directrice transition énergétique au SDEC. Alors, le programme de ce webinaire, on va avoir trois temps. Un premier temps un peu général, par où commencer pour élaborer les zones d'accélération, en rappelant rapidement la réglementation. On ne va pas rentrer dans le détail, vous l'avez déjà probablement entendu par d'autres réunions. Euh, Présenter les étapes de création de ces zones. Un deuxième temps, beaucoup plus concret, comment créer les zones d'accélération avec une démonstration de comment tracer ces zones avec Mapeo Calvados. Donc, on vous expliquera pourquoi on vous propose d'utiliser Mapeo Calvados pour faire ce travail. Et puis également des conseils pour définir les cibles de chaque énergie renouvelable sur vos territoires. Et un troisième temps sur les étapes ensuite, une fois que vous avez tracé les zones d'accélération, la suite de la procédure par rapport à la concertation avec la population, les modalités de prise de décision et le dépôt sur le portail cartographique national qui est l'outil par lequel les zones créées doivent être transmises à la préfecture. Et puis on terminera par vous annoncer des formations qu'on proposera pour les personnes pour qui ce webinaire n'aura peut-être pas suffi, des formations en présentiel. Et puis je précise également que donc, ce diaporama et le replay et l'enregistrement de ce webinaire seront disponibles sur le site du SDEC très prochainement. Alors avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, on vous propose un petit sondage qui va apparaître à votre écran sur votre perception de l'élaboration des zones d'accélération. Donc, l'exercice d'élaboration des zones d'accélération des énergies renouvelables, est-ce qu'il vous semble être facile, moyennement facile, difficile ou impossible? Alors, voilà les réponses, c'est intéressant. Donc, aucun de vous ne le trouve facile. Bon, donc ça confirme bien qu'il y a besoin peut-être d'accompagnement. 39% moyennement facile, 57% difficile. Et bon, vous êtes très peu à le trouver impossible. Donc, il y a un petit peu d'espoir. On espère qu'à la fin de ce webinaire, les barres seront remontées plus vers le haut. On retestera tout à l'heure. Merci. Donc, par où commencer pour les zones d'accélération? Donc, simplement un petit rappel de la réglementation. Donc, c'est la loi d'accélération des énergies renouvelables, dite la loi APER du 10 mars 2023, qui prévoit ces zones d'accélération et qui dit qu'après concertation du public, les communes définissent des zones d'accélération où elles souhaitent prioritairement voir des projets d'énergie renouvelable s'implanter. Et puis, il y a eu un calendrier. La loi prévoit aussi un calendrier pour élaborer ces zones. Ce calendrier que vous avez déjà dû voir dans les informations de la part de la préfecture. Donc, avec une première étape de mise à disposition des données par les services de l'État. Une deuxième étape de proposition des zones par les communes.
Une troisième de concertation territoriale. Une fois que les communes ont fait remonter leur zone, il y a un temps de concertation territoriale qui permet de regarder la cohérence à une échelle départementale. Et puis ensuite, un avis du comité régional de l'énergie qui arrête les zones proposées. Donc, par rapport à ce processus, donc le calendrier initialement annoncé par l'État a un petit peu glissé, on va dire. Aujourd'hui, donc, la préfecture avait demandé une première remontée départementale des propositions des communes au 15 mars 2024. Donc, voilà, le délai est passé. La concertation territoriale pour ces zones devrait avoir lieu fin mars et puis le creux fin avril. Alors, selon les informations qu'on a pu recueillir, aujourd'hui, on a très peu de communes qui ont remonté leur zone. Il y en a quelques-unes, mais on est vraiment très très loin du compte. Et donc, on va se trouver dans le scénario suivant, qui est le cas où les zones ne sont pas suffisantes pour atteindre les objectifs. Alors, je ne veux pas m'avancer, mais je pense qu'on sera très probablement dans cette configuration-là. Et donc, la loi prévoit que dans ce cas-là, si les zones ne sont pas suffisantes, il y a une deuxième phase qui s'enclenche où la préfecture va se retourner vers les communes pour demander des zones complémentaires. A priori, ce temps-là devrait avoir lieu pour l'automne. Et là, de nouveau, on a le temps de concertation territoriale, puis l'avis du comité régional de l'énergie, donc qui succéderait également à l'automne. Et ensuite, les zones devraient nécessiter d'être révisées à l'occasion de la régionalisation de la programmation pluriannuelle de l'énergie, a priori en 2025, et ensuite, elles sont révisables tous les 5 ans. Donc, on est dans un processus qui est à faire cette année, mais qui va peut-être être amené à se reproduire ultérieurement. Et donc, le webinaire qu'on vous propose aujourd'hui et l'accompagnement qu'on vous propose avec ce webinaire et les formations, il s'inscrit dans la perspective de ce calendrier de la deuxième remontée des zones qui va probablement arriver quand la préfecture reviendra vers les collectivités. Et donc, en vue de définir des zones pour l'automne. Alors, pourquoi faire des zones d'accélération des énergies renouvelables? Donc, selon le guide du ministère, que le ministère a publié sur ce sujet, ces zones témoignent de la volonté politique de la commune d'implanter des énergies renouvelables sur certains secteurs plutôt que sur d'autres. Donc, ce n'est pas une autorisation d'office pour les projets d'énergie renouvelable. Ça n'est pas non plus un engagement ni une obligation de réaliser les projets d'énergie renouvelable sur ces zones. Et ça ne garantit pas, une zone qui est définie ne garantit pas que des projets vont être techniquement ou économiquement viables sur cette zone. Ces zones permettent que les développeurs soient incités à se diriger vers ces zones particulièrement, puisque l'idée, c'est que ça laisse présager d'une bonne acceptabilité locale des projets, que dans ces secteurs, les délais d'instruction seront optimisés, il y aurait des dispositifs financiers préférentiels qui devraient être mis en place, sachant qu'aujourd'hui, on n'a pas de visibilité sur ces dispositifs financiers spécifiques. Et la commune peut définir des zones d'exclusion à 3 conditions. La première, c'est qu'elle ait défini des zones d'accélération, que ces zones d'accélération soient validées par le comité régional de l'énergie et que les objectifs régionaux aient été considérés comme atteints par le CRE. Et les zones d'accélération ne sont pas des secteurs exclusifs et ils ne sont pas opposables. Ça veut dire que des projets peuvent être autorisés en dehors des zones d'accélération, sauf dans les zones d'exclusion, sous réserve de la création d'un comité de projet. Alors, au-delà de ça, nous, ce qu'on voit par rapport à l'élaboration de ces zones, donc quel intérêt d'élaborer ces zones? Donc, d'une part, bien sûr, pour la collectivité, c'est une façon de contribuer à réaliser la transition énergétique sur le territoire en mettant en avant là où on peut développer des énergies renouvelables. C'est aussi l'occasion d'amorcer un débat local sur ce sujet, de promouvoir des projets d'énergie renouvelable qui soient appropriés par le territoire, de renforcer leur acceptabilité. Mais on voit aussi d'autres intérêts, ne serait-ce que dans l'exercice d'élaborer ces zones. Ça vous permet de connaître votre territoire, de prendre conscience de ses enjeux, de ses potentialités et aussi de leurs contraintes, de ses contraintes.
C'est l'occasion également de connaître les nouvelles réglementations sur les énergies renouvelables. Voilà, il y a notamment sur le solaire des nouvelles réglementations. Et puis, c'est aussi l'occasion de découvrir ou redécouvrir le PCAET, le plan climat air énergie territorial de votre territoire, qui a été élaboré ou est en cours d'élaboration par votre PCI et qui définit des engagements sur l'énergie, les économies d'énergie et la production d'énergie renouvelable pour votre territoire. Alors, concernant les étapes d'élaboration des zones d'accélération, on a essayé de découper ça en plusieurs blocs. Donc, une première étape serait de prendre connaissance des objectifs de production d'énergie renouvelable sur votre territoire. Une deuxième, c'est l'élaboration des zones d'accélération à proprement parler, qu'on vous propose de réaliser à l'aide de Mapeo Calvados, on va y revenir, et d'un module spécifique qui s'appelle l'Atlas des énergies. Une troisième étape, c'est d'organiser la concertation publique. Une quatrième, de délibérer en conseil municipal pour arrêter votre zone. Et une cinquième, de soumettre cette zone sur le portail cartographique national. Donc sur le premier point, la première étape, prendre connaissance de la production actuelle et des objectifs d'énergie renouvelable. Vous voyez un petit graphique à l'écran qui montre la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie des différentes échelles de territoire. Donc la barre en bleu, vous avez l'objectif 2030 fixé pour cette échelle de territoire, et en rouge, vous avez la situation en 2022 de cette part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie. Donc pour la France, l'objectif 2030 est de 33%. 33%. À l'heure actuelle, on est à presque 21%. On voit qu'au niveau de la Normandie, on est moins bon sur l'atteinte de l'objectif, puisque l'objectif 2030 est de 32% et qu'on est à presque 11% en Normandie, donc presque moitié moins qu'à l'échelle française. Pour le Calvados, il n'y a pas d'objectif fixé à cette échelle. Par contre, on voit qu'on est dans le même ordre de grandeur de part des énergies renouvelables dans la consommation qu'à l'échelle normande. On a presque 12%. Et puis, à l'échelle de votre PCI, c'est à vous d'aller, on vous invite à aller regarder dans le plan climat ce qui est prévu et de prendre connaissance de où on en est aujourd'hui à l'aide notamment des données de l'Observatoire régional. Et pour connaître sur votre commune la situation, on vous propose d'utiliser l'outil Terza. Donc, on vous a mis le lien, vous y aurez accès, vous pouvez taper sur, sur Internet ou vous l'aurez avec la présentation, qui permet simplement en entrant le nom de votre commune, il vous permet d'avoir en un clic accès à l'état des lieux énergétiques de votre commune au niveau de sa consommation d'énergie par secteur d'activité, par type d'énergie, et également l'état des lieux de la production d'énergie renouvelable. Donc, combien de production de chaque filière d'énergie renouvelable. Ça vous donne un petit ordre de grandeur et ça indique aussi le même indicateur que vu précédemment, c'est-à-dire le taux de couverture de votre consommation d'énergie par des énergies renouvelables. Donc, ça vous donne des ordres de grandeur. Des ordres de grandeur aussi de l'ambition peut-être à avoir. Et donc, on en arrive à vous présenter, à rentrer plus concrètement dans comment créer les zones d'accélération à l'aide de Mapeo Calvados. Donc, ce qu'on va vous présenter, c'est une méthode indicative. C'est une méthode qu'on a élaborée, qu'on a imaginée, nous, au SDEC, et qui nous semble intéressante pour créer les zones d'accélération. Mais bon, c'est bien une méthode indicative. Donc, je vais laisser la parole à Eva Amiel, qui va vous présenter ça et vous faire une démonstration. Merci. Donc, oui, pour cette méthode indicative, on va utiliser l'outil Mapeo Calvados avec le module Atlas des énergies. On a fait le choix d'utiliser Mapeo Calvados parce que c'est un outil familier pour la plupart d'entre vous. 90% des communes l'utilisent déjà, toutes les EPCI aussi. Et c'est surtout un outil territorial. Donc, son architecture et ses données, elles sont maîtrisées localement. L'intégration des zones d'accélération dans Mapeo va permettre de conserver aussi cette donnée et de pouvoir la réutiliser ultérieurement. C'est aussi un outil ergonomique. Vous le savez, il y a des données plus complètes comparées au portail cartographique. Vous allez trouver notamment des couches supplémentaires comme les zonages des PLU, les installations existantes, la consommation des bâtiments. Et vous avez aussi des données qui vont être un peu plus précises. Par exemple, sur le photovoltaïque, on a les couches du cadastre solaire Soleil 14. Donc, vous avez vraiment tous les bâtiments et les toitures qui sont bien identifiés au niveau départemental. Donc, on vous présente voilà, aujourd'hui les grandes lignes de la méthodologie. Il y aura un guide qui sera communiqué dans un deuxième temps. Ce guide, il précisera l'élaboration méthodologique vraiment pas à pas. Et puis pour les communes voilà, qui souhaitent davantage d'aide à la manipulation, on proposera des accompagnements durant des sessions de formation.
Donc, les grandes lignes pour créer ces zones sur chaque énergie renouvelable, on vous propose plusieurs étapes. L'étape zéro pour la commune, ça va être de choisir son positionnement, sa volonté politique de développer plus ou moins les énergies renouvelables. Donc, la commune, elle peut souhaiter d'encourager le développement d'une énergie renouvelable ou de plusieurs, sur tout son potentiel ou sur des zones très ciblées. Après, à l'aide de Mapeo Calvados, la commune elle peut visualiser du coup différents types de couches pour aider à cibler sa zone d'accélération selon sa volonté politique. Elle peut d'abord visualiser l'existant et les projets pour avoir une idée du développement actuel de l'énergie sur son territoire. Elle peut après visualiser le potentiel de chaque énergie selon les énergies sur lesquelles elle souhaite travailler. Pour les énergies renouvelables qui ont des interdictions réglementaires, il y a des couches de données qui sont à votre disposition pour élaborer les zones hors de ces secteurs. Et enfin, lorsque vous avez défini votre zone à partir de toutes les informations que vous avez pu visualiser sur Mapeo Calvados, vous pouvez estimer le productible. Donc, on fournira des ordres de grandeur dans le guide méthodologique. On a également ajouté le calcul automatique du productible pour les zones PV photovoltaïques qui répondent à une obligation réglementaire. Et sachez aussi qu'en parallèle, le CEREMA sur le portail cartographique développe des calculettes automatiques qui pourront à terme permettre de remplir ce champ automatiquement lors de l'import de vos zones. Voilà, donc en attendant, on vous proposera quelques ordres de grandeur. Donc on vous a remis les filières d'énergie renouvelable concernées pour les zones d'accélération. Il y en a 7, donc c'est au choix de la commune de choisir si elle souhaite élaborer ces zones sur toutes ces filières ou sur seulement quelques-unes d'entre elles. Donc, vous avez les 4 premières énergies renouvelables électriques et puis les autres énergies euh, en orange, donc géothermie, biogaz et bois énergie. Vous pouvez aussi, lorsque vous faites les zones d'accélération, détailler les filières, préciser c'est du nouveau ou du renouvellement ou préciser, selon certaines énergies, plus de détails. Ce champ est facultatif, donc vous pouvez le préciser ou non. Donc pour le choix des cibles, on vous propose un schéma type des options possibles pour cibler les zones d'accélération, donc les grands principes généraux. La commune a toujours plusieurs choix possibles selon sa volonté politique. Certains de ces choix, bien évidemment, peuvent se cumuler et d'autres, en revanche, ne s'appliqueront pas forcément à certains types d'énergie. Donc pour commencer, la commune elle peut faire le choix de cibler en zone d'accélération les installations existantes pour exprimer son souhait de les renouveler, faire du repowering en augmentant la puissance installée grâce à l'évolution technologique. Elle peut faire aussi le choix d'inclure les projets dont elle a connaissance pour exprimer son soutien à ces projets. Et elle peut également inclure les secteurs soumis à obligations réglementaires. Donc là, c'est vraiment le cas particulier du photovoltaïque pour inciter les développeurs de projets d'aller sur ces terrains spécifiquement. Donc ces 3 premières options, elles peuvent tout à fait se cumuler, elles peuvent être assez rapides à faire. Mais donc si vous souhaitez approfondir le sujet, vous pouvez également utiliser les couches de potentiel. Donc la commune, elle peut cibler une partie du potentiel en prenant en compte les impacts paysagers, les enjeux du territoire, l'acceptabilité de l'énergie par sa population. Elle peut aussi également, pour certains types d'énergie, prendre toute la commune. Donc cette option n'est pas possible pour toutes les énergies renouvelables parce qu'il y aura parfois des interdictions réglementaires. Donc dans ce cas, vous pouvez utiliser les données pour éviter ces zones. Et si par inadvertance vous ciblez une zone avec une interdiction réglementaire, elle sera de toute manière rognée par le référent préfectoral lors de l'harmonisation des zones. Donc, pour reprendre ce schéma type de choix possible, on va commencer par l'éolien. Donc, nous savons que toutes les communes ne voudront pas forcément le développer, mais pour les communes qui souhaitent le faire, il y a 3 options possibles. Donc, prendre les installations existantes pour faire du repowering et donc augmenter la puissance déjà installée. Prendre les projets connus qui sont soit en cours d'instruction par les services de l'État ou les projets en cours de développement dont la commune a connaissance. Vous pouvez aussi cibler toute une partie du potentiel identifié. Donc pour ça, vous avez la couche DREAL qui compile les contraintes de l'éolien. Et puis selon votre connaissance du territoire, les impacts paysagers, l'acceptabilité de l'éolien par votre population, vous pouvez cibler une partie de ce potentiel. Vous n'aurez pas l'option pour cette énergie de cibler toute la commune parce qu'il y a une réglementation qui s'applique. Il n'est pas possible de faire une zone sur les zones Natura 2000 ou près des habitations. Voilà, il y a un périmètre de 500 mètres autour des habitations.
Pour l'hydroélectricité, trois options également. Vous pouvez enfin, cibler les installations existantes. Pour l'hydroélectricité, pouvez avoir le cas d'installations existantes qui ne sont pas en fonctionnement. Donc, vous pouvez les cibler dans les zones d'accélération pour inciter les porteurs de projets à développer ces anciennes installations. Vous pouvez également cibler les projets connus. Pour le potentiel, nous vous précisons que dans le Calvados, le potentiel de valorisation de l'électricité est assez faible. Et c'est également une énergie renouvelable assez réglementée, notamment par la directive cadre sur l'eau, puisque l'hydraulique peut avoir un impact fort sur le bon état écologique des cours d'eau. Donc vous retrouverez des données sur Mapeo Calvados qui classent les cours d'eau pour choisir les zones idéales. Pour la chaleur renouvelable, vous avez trois filières, donc potentiellement trois zones d'accélération à élaborer si la commune a la volonté d'inciter le développement sur toutes ces énergies renouvelables. Vous allez avoir le solaire thermique, la géothermie et le bois énergie. Donc vous pouvez faire le choix de cibler les réseaux de chaleur existants, qui peuvent aussi être amenés à se développer, à s'étendre. Donc vous pouvez inclure les zones proches, notamment les nouvelles constructions qui pourront potentiellement se raccorder au réseau existant. Vous pouvez aussi donc cibler les projets dont la commune a connaissance. Pour les secteurs potentiels, on vous conseille de partir des besoins de chaleur en ciblant les zones urbanisées ou les bâtiments consommateurs comme les bâtiments collectifs, les bâtiments publics ou industriels. Vous pouvez, pour ces énergies également, cibler toute la commune. Néanmoins, vous devez garder à l'esprit que pour la définition de la zone d'accélération pour les chaleurs renouvelables, de ne pas confondre cet exercice de définition avec une étude de gisement en bois ou en géothermie. C'est vraiment un exercice voilà, pour la volonté politique et donc l'étude technique et économique, elle se fera par le porteur du projet. Pour le biogaz, le biométhane, également trois options. Vous pouvez cibler les installations et les projets existants. Vous pouvez également choisir des zones où implanter des méthaniseurs. Dans ce cas, on vous recommande de cibler des zones agricoles ou d'élevage, ou alors de cibler des zones qui sont à proximité du réseau de gaz, du réseau routier, des fournisseurs, ou identifier aussi des zones en fonction du besoin. Par exemple, si vous avez une flotte de véhicules bio-GNV. Et on vous rappelle également, comme pour la chaleur renouvelable, que la définition voilà, des zones d'accélération, elle ne doit pas être confondue avec une étude de gisement disponible pour la méthanisation, puisque pour cette énergie, la zone d'accélération se penche, enfin, le potentiel se fait à une échelle territoriale qui dépasse la commune. Et enfin, pour le photovoltaïque, toutes les options sont possibles. Vous pouvez cibler les installations existantes et les projets connus. Pour les obligations réglementaires photovoltaïques, il en existe actuellement déjà un certain nombre. Pour les nouveaux bâtiments et parkings, donc les obligations elles s'étendent petit à petit. Donc là, on vous a juste rappelé les obligations de la loi APER qui prévoit une solarisation obligatoire pour tous les bâtiments, donc même pour l'existant, pour les bâtiments de plus de 500 mètres carrés et les parkings de plus de 1500 mètres carrés pour 2028. Pour les secteurs potentiels, bon, il y a beaucoup de potentiel sur le photovoltaïque, elles sont nombreuses. Donc là, on vous a juste mis quelques exemples de zones que vous pouvez inclure. Donc pour les toitures, les ombrières, vous pouvez zoner les zones à urbaniser ou pour le photovoltaïque au sol. Vous pouvez également encourager de cibler des zones de terrain dégradés ou des délaissés d'équipements publics, ou vous pouvez aussi cibler des parcelles agricoles. Pour cette énergie renouvelable, vous pouvez aussi cibler toute la commune. Donc, pour illustrer un petit peu voilà, les différentes étapes d'élaboration et pour vous donner un aperçu des couches de données que vous retrouverez sur Mapeo, nous vous proposons une petite démo. Donc, on va la faire sur la filière photovoltaïque. Donc, je vais reprendre la main et partager mon écran. Hop, alors. Je vais baisser tout. Donc là, je me suis connectée et on a zoomé sur la commune de Fleury-sur-Orne, qui est la commune de notre vice-président à la transition énergétique au SDEC. Donc, quand vous allez sur l'Atlas des énergies, donc vous allez sur couche, comme sur les autres modules, vous trouverez toutes les énergies renouvelables dans un premier temps, puis des données plus transversales qui peuvent vous aider à prioriser.
où est-ce que vous voulez faire vos zones d'accélération. Les deux premières couches sont les couches de saisie des zones d'accélération. Vous allez avoir la couche à saisir libre, donc c'est-à-dire vous pouvez faire les polygones de votre choix. Selon la filière que vous avez choisie, elles s'afficheront de couleurs différentes. Et on vous a rajouté une couche de saisie de zone d'accélération qui inclut automatiquement les obligations réglementaires photovoltaïques. C'est-à-dire, voilà, elle s'affiche que vous allez avoir toutes les toitures de plus de 500 mètres carrés et tous les parkings de plus de 1500 mètres carrés. Vous pouvez également rajouter d'autres polygones avec d'autres filières ou d'autres polygones incluant aussi la photovoltaïque, mais d'office, vous aurez tous ces parkings et toitures déjà présélectionnés. Donc, pour ces polygones déjà préparés, la fiche d'information est remplie, comme vous pouvez le voir, avec le nom de la filière. On a aussi mis du coup le calcul automatique pour le productible et la puissance, donc vous n'avez pas besoin de le renseigner pour ces polygones. Voilà, donc c'est une couche qui peut être intéressante pour aller un petit peu plus vite. Donc pour repartir sur le photovoltaïque et les différentes couches que vous pouvez afficher sur Mapeo Calvados, donc dans un premier temps, petit conseil, on vous recommande de baisser la transparence du fond de plan pour voir mieux les couches qui s'affichent. Donc pour reprendre les étapes évoquées au début, on va commencer par visualiser l'existant sur le photovoltaïque, donc avec les installations et les projets. Donc on voit sur la commune de Fleury qu'il y a déjà une installation existante. Donc quand quand vous cliquez sur l'objet, vous avez pareil la fiche d'information qui s'affiche. Donc là, on voit que c'est l'installation d'IKEA. Donc hop, vous revenez sur couche. Vous pouvez également voir le potentiel solaire de toiture. Donc là, c'est les couches de Soleil 14 plus les couches du CEREMA. Donc vous avez toutes les toitures qui s'affichent dans un dégradé de couleurs selon leur taille, donc de moins de 500 mètres carrés à plus grand. Même logique pour les parkings, un dégradé de rose selon la taille des parkings. Sur les données transversales, donc la troisième étape, donc les interdictions réglementaires, il n'y en a pas dans le photovoltaïque, mais vous pouvez donc avoir des obligations réglementaires. Donc vous pouvez les voir soit avec la couche de saisie d'accélération, soit vous pouvez enlever les plus petits bâtiments et les plus petits parkings pour voir vraiment ce qui est réglementaire. Alors, je vais enlever ces couches-là pour que ça soit plus visible pour les prochaines couches. Et puis après, donc pour les données qui peuvent vous aider un peu à prioriser quel potentiel, quelle zone vous voulez faire, vous avez tout d'abord les zones, les couches de contraintes. Donc ce ne sont pas des couches d'interdiction sur le photovoltaïque, ce sont des contraintes qui peuvent s'appliquer aux porteurs de projets. Donc vous avez les contraintes patrimoniales. Donc là, on voit qu'il y a des secteurs de 500 mètres autour des monuments historiques. Vous pouvez aussi avoir pour le photovoltaïque au sol les risques naturels. Donc là, les zones inondables ou les glissements de terrain. Donc il y en a pareil sur l'ouest de la commune de Fleury. Et après, vous pouvez aussi utiliser les couches bâtiments et fonciers si vous voulez cibler des bâtiments précisément, par exemple les bâtiments économiques. Donc où ils sont de différentes couleurs selon s'ils sont agricoles, commerciaux ou industriels. Où vous pouvez voir aussi les zones d'activité économique. Donc pour vous montrer un tracé, on va prendre le cas où la commune fait le choix de sélectionner une partie de son potentiel en ciblant donc la zone d'activité économique pour inciter les porteurs de projets à développer le PV exclusivement sur cette zone. Donc dans ce cas-là, je vais prendre la couche de saisie libre. Alors je vais zoomer un petit peu pour que ça soit plus simple pour la saisie. Vous allez dans Édition. Donc tout ça sera expliqué vraiment pas à pas dans le guide méthodologique, donc vous inquiétez pas si vous avez l'impression que ça va un petit peu vite. Donc vous vérifiez bien que vous avez pris la bonne couche. Donc là, je prends la couche de saisie libre. Ajouter. Donc là, vous avez le formulaire qui s'ouvre, qui sera à remplir à la fin. Donc je vais dessiner, sélectionner en suivant la zone d'activité économique. Vous double-cliquez à la fin pour valider votre polygone. Et donc là, vous pouvez remplir le formulaire. Donc on va mettre que c'est un test. On est sur du photovoltaïque. Ces champs-là ne sont pas obligatoires. Bon, je vais les remplir pour vous montrer en exemple. Donc là, on est sur, on va dire, du photovoltaïque nouveau de toiture. On va dire qu'on a un productible estimé. Donc pareil, il y aura des ordres de grandeur pour vous aider à faire ces calculs. L'usage, donc je vais mettre bâtiment. Et voilà, il n'y a pas d'extension. Ma zone ne dépasse pas sur les autres
les autres communes. Donc, j'enregistre ma zone. Donc là, elle s'affiche en orange parce que, comme je vous le rappelle, la légende sur le photovoltaïque, votre zone s'affichera en orange. Vous pouvez imprimer, faire une capture d'écran de vos zones pour faire la concertation au public. Donc, vous pouvez l'imprimer ou le prendre pour vos diaporamas en PDF ou en JPEG. Et vous pouvez exporter du coup un polygone ou plusieurs polygones d'un coup, donc en faisant l'exportation. Donc, il faut choisir le format GeoJSON, qui est le format standard pour après réimporter sur le portail cartographique toutes vos zones que vous avez dessinées. Hop. Donc, ça me crée un fichier export. Et donc là, je vais sur le portail cartographique. Vous allez sur le petit crayon, importer un fichier, importer mes données. Vous sélectionnez votre dernier fichier. Hop, je vois plus. Voilà. Ouvrir. Et donc là, vous voyez que la zone que j'ai dessinée s'affiche. Donc moi, je n'ai pas des droits de commune, donc je ne peux pas enregistrer ma zone. Mais si vous l'enregistrez, donc elle sera en brouillon avec le formulaire déjà pré-rempli de ce que vous avez fait sur Mapeo Calvados. Voilà pour la petite démonstration sur le photovoltaïque. Hop, je vais arrêter le partage pour laisser Guinée reprendre la main sur le diapo. Voilà, donc vous avez un aperçu de la méthode qu'on vous propose et comment utiliser Mapeo. Donc c'est allé, effectivement, c'est allé peut-être un petit peu vite. Vous avez sans doute pas tout pu noter. C'est la raison pour laquelle on vous mettra à disposition un guide qui reprend tous ces aspects étape par étape et également qu'on va proposer des formations pour le faire en direct, prendre en main Mapeo Calvados, enfin, le module qu'on vous a présenté, et pouvoir le faire sur les différentes énergies. Voilà. Euh, alors, donc, Oh là. je redonne la main à Eva pour la suite de la procédure d'approbation. Et la procédure d'approbation qui se fera donc en 3 étapes. La première étape, est-ce que tu peux passer, qui va être la concertation publique. Elle est obligatoire, elle permet de valider la zone d'accélération, donc il y a un justificatif qui doit être gardé. Les modalités de concertation, elles sont libres. On vous a remis le lien du kit de concertation de la préfecture du Calvados, qui comprend notamment des exemples de support et qui détaille aussi la méthodologie pour faire une réunion publique si c'est le choix de la commune. Donc, suite à cette concertation, les zones d'accélération elles pourront peut-être être modifiées selon l'acceptabilité par la population. Et vous pouvez aussi utiliser, comme je vous ai montré pendant la démo, l'export des cartes en différents formats pour les afficher ou les utiliser en support. Donc, deuxième étape, la délibération en conseil municipal. Pareil, c'est une étape qui est obligatoire pour la bonne validité des zones. Donc, un justificatif doit être aussi gardé et on vous a remis le lien du modèle de délibération qui est proposé par la préfecture du Calvados. Et donc, dernière étape, c'est de soumettre toutes vos zones d'accélération sur le portail cartographique. Vous faites l'export en format GeoJSON comme je vous ai montré sur la démo, qui est le format standard. Puis après, vous les importez. S'il y a des modifications avec la concertation, vous pouvez les redessiner sur Mapeo et réimporter le format, la version finale en quelques clics sur le portail cartographique. Comme vous l'avez donc mis sur le portail cartographique, la première étape, ça va être de soumettre ces zones pour avis. Donc, vous avez une petite case à cocher. Et donc, il y a une notification qui sera envoyée à tous les services de l'État, également à votre EPCI. Donc, l'EPCI, elle peut donner un avis directement sur le portail cartographique. Mais en parallèle, l'EPCI fera normalement un débat sur la cohérence des zones d'accélération avec le projet du territoire. Et l'EPCI, elle peut aussi proposer des zones supplémentaires. C'est à la commune, bien évidemment, de choisir si elle les accepte ou non, mais elle peut en proposer notamment s'il y a un potentiel qui est identifié et qui chevauche plusieurs communes. La dernière étape, ça va être donc quand vous avez vos zones d'accélération finales, après le débat avec le PCI, de soumettre ces zones pour un arrêt. Donc, dans ce cas-là, lorsque le référent préfectoral remontera toutes les zones, elles seront remontées parce qu'elles seront cochées comme zone prête et finale.
Voilà, donc si vous êtes intéressé par, enfin, si cette méthode vous intéresse, que vous souhaitez élaborer les zones d'accélération de cette façon, vous aurez donc deux démarches à faire de création de compte. Donc sur Mapeo Calvados, si vous n'en avez pas encore, vous avez le lien ici pour aller créer votre compte, ça se fait très rapidement en ligne. Et vous aurez aussi à créer votre compte sur le portail cartographique national. Donc pareil, c'est assez rapide, ça demande parfois quelques jours de validation de la création du compte. Nous allons vous mettre à disposition donc le guide méthodologique qu'on a déjà évoqué. Il sera disponible dans le courant du mois d'avril sur le site du SDEC. On l'adressera à l'ensemble des participants à ce webinaire, mais voilà, il sera accessible librement. Et alors, à l'issue de ce webinaire, peut-être que certains se sentiront de se lancer directement seuls. Peut-être certains attendront le guide pour aller plus loin. Pour ceux qui le souhaitent, on propose également des formations en présentiel. Voilà, vous avez la liste, donc 8 sessions de 2 heures qui se dérouleront dans 4 lieux du territoire. Donc le 3 avril à Bretteville-sur-Lèze, le 8 avril à Caen, le 9 avril à Villers-Bocage et le 17 avril à Pont-l'Évêque. On aura chaque fois 2 sessions, une le matin à 9h30, une l'après-midi à 14h30. Donc on va vous mettre le lien d'inscription dans le chat ou dans le... C'est ça, dans le chat peut-être ou dans le question-réponse, pour que vous puissiez directement aller vous inscrire si vous le souhaitez. Donc, bon, on aura quand même un nombre de places limité, hein. L'objectif, c'est d'être pas trop nombreux pour ces formations, mais on est bien sur des formations où chacun devra avoir son poste informatique pour vraiment manipuler les couches et qu'on vous accompagne pas à pas. Alors, n'attendez peut-être pas de ces formations qu'à l'issue, vous ayez dessiné toutes vos couches. Par contre, vous devriez avoir toutes les clés pour pouvoir finaliser le travail de votre côté. Alors, pour ces formations, pour information, on a également convié les EPCI à participer. Certains d'entre eux pourront peut-être aussi jouer un rôle de répondre à vos questions suite à ces formations si vous avez encore besoin d'appui. Alors, on sait que plusieurs EPCI ont mis en place un accompagnement de leur commune. Donc, pour ces territoires-là, on vous recommande plutôt de vous tourner vers votre EPCI plutôt que de vous inscrire aux formations. Alors, vous pouvez venir aussi aux formations, hein, mais si votre PCI a mis en place un accompagnement, alors c'est peut-être mieux de se rapprocher d'eux. Donc, c'est le cas notamment de Caen-la-Mer, de Bayeux-Intercom et de Vallès-Dunes. Voilà. Et puis également pour information, on travaille avec les EPCI sur la mise en place d'un accompagnement à plus long terme pour élaborer ces zones, pour ceux qui peut-être ne les auront pas élaborées dans le cadre de cette deuxième vague, et aussi parce qu'il y a des révisions à venir. Et donc, dans la perspective des révisions à venir, on essaiera de proposer un accompagnement à la fois sur les aspects techniques, mais aussi éventuellement sur les aspects concertation avec la population. Voilà, on en a terminé avec notre présentation. Avant de passer aux questions-réponses, on vous propose de répondre à un petit sondage qui s'affiche à votre écran, donc sur votre perception maintenant de l'exercice d'élaboration des zones d'accélération. Est-ce que, suite à cette présentation, ça vous semble facile? Alors, est-ce que personne ne trouve toujours ça facile? Euh, enfin, est-ce que certains trouvent ça maintenant facile plutôt et que vous avez l'intention d'élaborer ces zones en autonomie à l'aide du guide? Est-ce que ça vous semble maintenant faisable, mais la formation vous sera utile? Est-ce que ça vous semble toujours difficile et vous avez vraiment besoin de la formation? Ou est-ce que vous ne comptez pas élaborer ces zones, soit parce que ça vous paraît trop difficile, soit pour d'autres raisons? Alors c'est intéressant de, de voir qu'au début du webinaire, personne ne trouvait ça facile. Et là, vous êtes 30% à trouver ça facile et à vous dire que vous allez pouvoir les créer en autonomie. Donc,
C'est intéressant. Effectivement, vous avez pu voir que selon vos choix, ça peut être très rapide à faire, hein, si vous voulez mettre les installations existantes, les projets existants, les obligations réglementaires, ou si vous voulez mettre toute votre commune, ça peut être assez facile. C'est si vous souhaitez vraiment affiner le potentiel que ça peut prendre un petit peu plus de temps. Vous êtes 46% à trouver ça faisable, mais la formation vous sera utile. Et puis encore 18% à trouver ça difficile. Et vous aurez aussi besoin de la formation. Donc 5%, 4 répondants ont dit qu'ils ne comptaient pas les élaborer. Merci beaucoup pour vos réponses, c'est très intéressant. Et donc on va pouvoir passer au temps de questions-réponses. Donc, Hélène, Oui, voilà. alors, on a eu des questions assez variées. La première question, c'était lié à l'éolien en mer. Savoir combien le parc éolien en mer au large du Calvados va apporter en pourcentage de NR. Donc, ça représente 64 éoliennes construites d'ici 2025 normalement. Donc, 450 mégawatts. J'ai pas converti en pourcentage. Voilà, mais pour information, voilà ce que ça peut donner. A priori, ça ne sera pas attribué aux EPCI ou aux communes. Donc, ce sera un pourcentage qui est indépendant de ce que vous pourrez afficher, vous, comme ambition, me semble-t-il. J'ai eu une... Ah oui. Autre question, c'était une question sur la compatibilité ou la concordance que doivent avoir les zones d'accélération d'ENR avec la révision éventuelle d'un SCOT. Là, en fait, on en a échangé avec les services de l'État et il y a des réponses aussi sur les questions-réponses officielles du portail cartographique des énergies renouvelables mis en place pour cette élaboration. Il n'y a pas d'obligation de compatibilité imposée entre les documents d'urbanisme et les ZAENR. Euh, mais par contre, c'est encouragé. Par exemple, ce que dit le Code de l'urbanisme concernant les SCOT à l'article L141-5-2, c'est que le document d'orientation et d'objectif, donc un des documents phares du SCOT, peut également identifier des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergie renouvelable. Donc, c'est pareil pour le PLU. En gros, vous êtes encouragé à les inscrire, mais il n'y a pas d'obligation. Ensuite, j'ai une question très pratico-pratique. La personne a fini par trouver la réponse, mais je me suis dit que peut-être on pouvait le faire. La personne était connectée sur Mapeo et me disait, j'arrive pas à trouver la classe d'énergie. Donc, si on peut prendre le temps à la fin de remontrer comment de Mapeo, pouf, on trouve l'onglet Atlas des énergies. Euh, Je le fais maintenant? Ouais, allons-y. Hop, je repartage mon écran. Alors, je vais me redéconnecter pour revenir au début. Donc, quand vous vous connectez, vous allez avoir, alors moi j'ai le compte Stake Énergie, mais en tant que commune, vous allez avoir pareil les différents modules que Mapeo Calvados propose. Et donc, vous allez avoir Atlas des énergies avec ce petit logo. Et donc là, vous arrivez. Donc, vous pouvez directement saisir la commune où vous voulez zoomer. Et sinon, vous retrouvez toutes les couches. Merci Eva. Donc, il faut trouver le petit onglet donc avec l'éolienne et les panneaux solaires, pour ceux qui sont visuels. Euh, la même personne m'a fait remarquer que c'était pas évident d'utiliser avec le public les cartes, mais je voulais juste rappeler, et tu l'avais montré, on peut exporter toutes les cartes sous des formats divers. Là, vous avez montré l'export sous format compatible avec, disons, l'outil cartographe, enfin, le portail national, mais vous pouvez demander des formats de cartes beaucoup plus simples et postables sur des sites internet communaux si vous le souhaitez. Donc ça, peut-être on pourrait y revenir aussi, ou ça sera dans le guide, vous inquiétez pas, vous pourrez sortir des cartes imprimables, affichables, publiables. Euh, Après, j'ai une question, j'avoue, je vous laisserai compléter les filles. On me dit, les rives d'autoroute exposées au sud qui traversent nos communes sont-elles susceptibles de recevoir des zones de panneaux solaires? A priori, les panneaux solaires, on a dit qu'on pouvait mettre toute la commune si on voulait, et ensuite charge aux porteurs de projets éventuels de vérifier la faisabilité. En fait, quand vous donnez l'indication en tant que commune que vous êtes favorable aux ENR
en mettant toute la commune, c'est un signal. Après, est-ce que c'est vraiment faisable, la question précise? Ça sera au porteur de projet d'aller voir. Voilà. Et si vous souhaitez cibler particulièrement les bords d'autoroute, vous pouvez tracer une zone à cet endroit-là, sachant que donc, la loi d'accélération des énergies renouvelables a assoupli un petit peu la réglementation pour favoriser l'utilisation des délaissés routiers, mais qui restent des distances réglementaires minimales pour ces installations par rapport à l'axe de la route. Donc voilà, ce sera au porteur de projet de vérifier, mais rien ne vous empêche de déterminer une zone, alors pas trop étroite, hein, parce que sinon, si la zone d'exclusion réglementaire couvre toute votre zone, et bien, comme le disait Eva tout à l'heure, ce sera rogné d'office par la préfecture parce que c'est une zone interdite. Mais vous pouvez, pour exprimer une volonté politique de voir ces endroits utilisés, faire une zone. En prochaine question, je vois qu'on nous demande est-ce qu'on utilise du coup les différentes cartes proposées par le portail cartographique. Donc sachez que toutes les couches que vous trouvez sur le portail cartographique sur CEREMA sont incluses dans l'Atlas des énergies. En fait, on cumule les couches. Quand vous voyez le potentiel solaire, par exemple, vous voyez ce qu'il y a sur CEREMA, plus d'autres couches à nous qui sont plus précises au niveau départemental. Donc vous aurez exactement la même chose que sur CEREMA, mais de manière plus précise parce qu'on a des couches au niveau du département. Il y avait aussi une question sur comment accéder au portail cartographique national. Donc ça, vous avez redonné le lien à la fin de la présentation. Donc peut-être que la question a été posée en même temps qu'on s'en approchait. Vous recevrez le diaporama avec le lien d'inscription. Les incitations financières prévues par l'État. Donc, comme indiqué Guénaël, on ne sait pas encore quelles seront les incitations financières pour les aides AENR. Elles sont prévues, annoncées, mais on attend un décret, je crois, pour préciser quel sera l'avantage donné à ces zones. À ce stade, on ne peut pas le dire. Et puis ça peut venir également dans le cadre des appels d'offres de la Creux. Enfin, il y a différents dispositifs en fait qui peuvent intégrer des soutiens supplémentaires. Donc même si des décrets sortent, je ne suis pas sûre qu'on saura tout à court terme. C'est plus au fil de l'eau. C'est des zones où il pourra y avoir des avantages. Mais on n'a pas de visibilité sur lesquels exactement aujourd'hui. Il y a une question aussi qui demande à quel moment doit intervenir le débat entre le PCI et la commune. D'un point de vue des textes, euh, les communes doivent envoyer à l'EPCI, c'est à l'EPCI de fixer sa date et d'organiser le débat. Après, d'un point de vue pratique, je suppose qu'il est de bon usage d'en parler avec l'EPCI et ses voisins avant, mais ça, c'est pas obligatoire, on va dire, même si c'est fortement recommandé. Oui, exactement. Il y a pas le moment de débat n'est pas imposé. Il doit y avoir un débat. Coupez le. Faut que tu coupes ton micro. Il doit y avoir un débat en conseil communautaire, mais le moment précis n'est pas indiqué. Par contre, c'est sûr que l'enjeu, c'est bien de veiller à la cohérence globale. Donc, ça peut être pertinent de le faire plutôt une fois que les communes ont défini leur zone pour vérifier que tout concorde. Ensuite, j'avais une question, enfin une remarque, quelqu'un qui dit, je crois avoir compris que vous présentez toutes les zones qui peuvent accueillir des énergies renouvelables. Il appartient donc aux communes de choisir les zones préférentielles. Oui, c'est un choix politique. Vous faites ce que vous voulez. En fait, ce qu'on vous a proposé dans les diapos avec les couleurs, rouge, jaune, verte, c'est à chaque fois des choix que vous pouvez faire. Pour revenir à l'exemple du PV, vous pouvez vous contenter de dire, je n'en veux pas. Vous pouvez dire je veux que les zones existantes perdurent et soient remplacées. Vous pouvez dire je veux toute ma commune, c'est un choix, c'est un affichage que vous donnez aux porteurs de projets éventuels. Après, comme on le disait, ça interdit pas aux gens de venir. Il y a le comité de projet qui permet aux gens de venir s'installer. Euh, Alors, vous ne pouvez pas vraiment dire que vous en voulez pas. Vous pouvez simplement ne pas faire de zone Oui, pour exprimer le fait que... oui, bien sûr. pardon, excusez-nous, on a des petits... pour exprimer le fait que vous ne voulez pas le développer davantage.
Je précise que les catégories qu'on vous a mises, les couleurs sur la gauche, installation existante, projet, etc., c'est un découpage qui nous a semblé intéressant, mais il n'est pas du tout réglementaire. Et vous pouvez combiner différentes choses, hein. Vous pouvez très bien mettre les installations existantes, les obligations réglementaires, les projets. Tout ça, ça peut constituer votre zone sur une énergie donnée. Alors, après, on a une question sur le site Terza. Savoir si on peut exporter les données et comment. J'ai pas vu l'option d'exporter les données. Vous pouvez probablement au moins faire des captures d'écran. Effectivement, on n'a pas regardé si vous pouviez les exporter. Euh, mais si c'est pour les partager avec d'autres, les captures sont faisables et assez lisibles. Ensuite, j'ai une question de calcul. On me fait remarquer que maintenant, le portail du CEREMA permet de, si on identifie l'ensemble des toitures de la commune, d'identifier un potentiel théorique de puissance. Et que tous les propriétaires ne sont pas intéressés, faut-il estimer un pourcentage pour déclarer la puissance potentielle du photovoltaïque? Moi, j'aurais tendance à dire que non. C'est le portail. Vous dessinez votre zone, le portail calcule automatiquement, et voilà. C'est pas à vous d'estimer la part enfin, ce que vos citoyens vont faire. C'est le portail calcule tout seul. Oui, encore une fois, c'est des zones qui permettent de cibler là où vous voulez le privilégier. Donc, le calcul qui est demandé, c'est du potentiel global. Vous n'avez, dans certains cas, aucune prise sur est-ce que les projets vont émerger, vont voir le jour ou pas. Donc, le calcul qui est demandé, c'est un potentiel global. Même si effectivement, vous n'avez que 10% des propriétaires qui font du photovoltaïque au final, c'est bien le potentiel global qui doit être identifié et qui sera comptabilisé dans la consolidation régionale. Alors là, une question que je vous relais. Là, on me dit, est-ce qu'à partir du portail gouvernemental, on peut faire un PDF qu'on pourra donner au public? Je sais pas entendu le début. À partir de? Est-ce qu'à partir de Mapeo, oui, on peut faire un PDF, mais il se demande si on utilise l'outil CEREMA gouvernemental, est-ce que enfin, cet outil peut permettre de générer des PDF pour le public? PDF, je ne sais pas. Vous pouvez faire des captures d'écran. Vous pouvez exporter en format GeoJSON. Exporter en PDF, peut-être. J'ai pas regardé cette option. Mais pareil, les captures d'écran, elles sont assez lisibles. Après, une question plus facile. Peut-on réafficher, s'il vous plaît, la diapo donnant les liens avec les sites Mapeo et l'autre site? Donc, l'autre site étant le portail national. Et je précise qu'on enverra le diaporama, hein. Donc, il y aura replay de webinaire, diaporama, un futur guide. Donc, vous recevrez tout. Il y aura facilement accès à tous ces liens. Ensuite, j'ai une question. Ah, oui, pardon. Une question sur la concertation. Peut-on la faire au niveau des communes déléguées? En fait, ce qui compte, c'est qu'il y ait une concertation de fait. Vous êtes libre sur la manière d'organiser cette concertation. Il faut, à l'échelle d'une commune non déléguée, la concertation ait bien eu lieu. Elle prend la forme que vous voulez et pour vous aider là-dedans, on vous a mis sur le diaporama un lien pour consulter le kit de concertation du public fait par la préfecture du Calvados et qui vous donne des idées sur ce que vous pouvez faire. Après, si vous voulez, au niveau des communes déléguées, vous pouvez, mais il faudra quand même avoir prévu quelque chose au niveau de la commune globale, on va dire. On ne peut pas juste faire une ou deux communes déléguées. Mais si vous estimez pertinent de descendre à cette échelle-là, on ne pourra pas, au contraire, enfin, vous reprocher d'aller au plus près des habitants, au contraire. Il y a une question aussi, est-ce une obligation de répondre à cette demande? Donc, est-ce que je... Alors, je vais traduire la question à est-ce que je suis obligée de faire des ZAENR? Je pense que si c'est ça, la réponse est non. Vous pouvez ne pas dessiner de ZAENR, même si c'est fortement encouragé. Ce qui se passe si vous ne dessinez pas et ne délibérez pas pour en élaborer, c'est que vos porteurs de projets, ils pourront encore s'implanter, hein, et il faudra juste pour eux mettre en place un comité de projet.
comité de projet où vous serez conviés. Est-ce que l'on peut proposer des projets dans les zones soumises à l'avis des ABS, sachant qu'il y a un risque de refus? Ouais, je vais laisser Oui. Donc oui, vous pouvez faire des zones d'accélération sur des zones contraintes. Donc les zones ABF sont des contraintes, mais ce sont des contraintes qui vont s'appliquer aux porteurs de projets. C'est pas une interdiction réglementaire. Donc vous pouvez tout à fait zoner des zones avec des avis ABF. Et en fait, dans les secteurs ABF, l'ABF va faire une analyse aussi de co-visibilité entre l'installation et puis ce qui est protégé. Et donc, vous pouvez avoir plein de sites possibles, même dans un secteur ABF. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas les exclure, sauf si vous avez la volonté qu'il n'y ait pas, pas du tout de solaire dans ces secteurs-là, ou en tout cas que vous voulez dissuader les gens. Mais en principe, l'ABF va pouvoir accepter certains projets dans ces secteurs-là. On me demande aussi si les communes ne définissent pas de zone, que fait le préfet? Donc, c'est ce qu'expliquait au début Guénel. Donc, il y a 2 temps prévus. Donc, comment dire? Euh, le préfet est chargé d'évaluer et de transmettre au comité régional ce que ça représente au niveau départemental et régional. Et le préfet, là, si au 15 mars et dans les instances qui suivent, il constate qu'il n'y a pas assez de zones de définies, il a pour mission de relancer une deuxième vague. Donc, je pense qu'il y aura un temps de communication pour vous inciter à le faire. Après, que fera-t-il au-delà? Je ne sais pas. Ça, il lui appartiendra de vous envoyer un courrier à ce sujet. Nous ne sommes pas à la préfecture. À l'issue de la deuxième vague, les services de l'État nous avaient indiqué qu'il n'y avait pas de recours, enfin de démarche prévue. Si jamais les zones ne permettent pas de répondre à l'objectif régional, euh, elles seront arrêtées en l'état. Voilà. Je crois une remarque où on nous dit que le solaire thermique et le photovoltaïque sont sur les mêmes toitures. Oui, c'est vrai, mais vous pouvez définir une couche par type de solaire. En fait, donc vous pouvez faire une couche avec les mêmes toitures, enfin une couche solaire thermique et une couche solaire photovoltaïque. Donc le tout se cumulera. Alors là-dessus, on a interrogé les services de l'État, hein, mais on n'a pas de réponse claire. Je pense qu'effectivement, il y a un risque de doublon en termes de volume de potentiel. Euh, on souhaite beaucoup courage aux services de l'État pour faire les calculs et éviter ces situations. On nous demande aussi quelle est la date butoir pour définir là où les zones. Donc c'était le 15 mars. Mais pour la deuxième vague, la date butoir n'a pas été définie encore. Pour autant, les échanges qu'on a eus avec les services de l'État nous font penser que ça sera pour l'automne. Nous supposons qu'il y aura un courrier similaire à celui qui a déjà été envoyé pour fixer les conditions de la deuxième zone. Je vois une question qui est l'énergie produite est une distribution sur les réseaux ou utilisable par la commune. Donc, je suppose que la question, c'est de savoir si ça change quelque chose, si on est dans des modèles de vente, par exemple en photovoltaïque, de vente d'électricité sur le réseau, ou si on peut être en autoconsommation. À ce stade, la question ne se pose pas, en fait. Ça, c'est vraiment les questions qui seront posées au moment du projet. Là, on est sur un volume de production, quel que soit son mode de valorisation. Et donc, effectivement, il y a une autre question qui revient sur les risques de doublons sur le solaire. Effectivement, on risque de superposer des potentiels qui ne seront pas toujours cumulables. Euh, Il y a encore des questions sur les dates. On nous fait remarquer que le 15 mars est passé et jusqu'à quand s'étend la deuxième vague. Donc oui, le 15 mars est passé. Le 15 mars était lui-même un report par rapport à fin 2023. Donc, euh, donc juste pour préciser, donc certes, le 15 mars est passé, mais en fait, une zone d'accélération, il y a
vous pouvez la définir un peu quand vous voulez, hein. C'est pas grave si vous la faites après. Et donc, la deuxième vague sera arrêtée normalement courant automne. Donc là, vous avez largement le temps de faire le dessin, la concertation, si vous souhaitez vous lancer dans cet exercice. Concernant les bâtiments privés, sur les toitures des bâtiments privés, oui, les zones elles peuvent englober tout le territoire. On n'est pas sur les secteurs où la commune souhaite faire des projets elle-même sur son patrimoine. On est bien dans une logique de territoire, bâtiments publics ou privés, fonciers publics ou privés. Les porteurs de projets, quels qu'ils soient, pourront, dans les zones d'accélération, peut-être bénéficier d'avantages financiers. Donc, et ça marche aussi pour le privé. Il y a une question aussi sur les ombrières. Donc, vous pouvez saisir, comme si vous êtes une collectivité soumise à l'obligation de solarisation issue de la loi APER, donc sur des bâtiments ou des parkings, vous pouvez en effet indiquer les zones d'accélération, euh, enfin définir une couche correspondant à cette obligation réglementaire, de manière à ce que le potentiel soit intégré dans le calcul pour votre commune. Et sinon, on nous a fait remarquer, une commune nous dit, on a envoyé nos zones pour avis dès le 9 janvier, on n'a pas eu de retour, est-ce normal? Oui. En fait, vous aurez, enfin, peut-être, je ne sais pas si pas de retour, c'est pas d'accusé de réception, mais en fait, ça a été bien transmis à la préfecture, hein, ils ont tout bien reçu. Mais ce qu'on disait, c'est qu'en fait, ils attendaient la date butoir du 15 mars. Ils vont, il y a une conférence départementale qui va être présidée par la préfecture pour faire un peu un bilan de ce qui s'est passé à l'échelle départementale sur les déclarations de zone d'accélération. Et ensuite, il y a un passage aussi au niveau régional qui s'appelle donc le comité régional de l'énergie. Et c'est seulement à l'issue de ce comité régional de l'énergie que vous aurez, me semble-t-il, un retour officiel de la préfecture du Calvados, parce qu'elle ne peut pas se prononcer seule. C'est apprécié à l'échelle départementale, mais aussi au niveau régional. Donc vous aurez un retour probablement après ce comité régional. À ce jour, la date du comité régional n'est pas encore connue, mais ça devrait intervenir en avril-mai, d'après ce qu'on a entendu dire. Et ce qu'on ne sait pas, c'est si les services de l'État vont revenir uniquement vers les communes qui n'ont pas proposé de zone ou si elles vont revenir également vers celles qui en ont proposé en leur demandant d'aller plus loin. Concernant la composition du CRE, il est comité de 45 membres. Voilà, vous avez un collège État qui est composé de 7 membres. Vous allez retrouver les préfets, les DREAL. Vous avez un collège région composé de 9 membres avec le président de la région et des vice-présidents de la région. Vous avez un collège des collectivités territoriales composé de 15 membres dans lequel vous avez notamment les présidents des 5 syndicats d'énergie de Normandie. Vous avez donc en fait c'est des autorités concédantes, je pense, puisqu'on a aussi un vice-président de la métropole de Rouen-Normandie. On a un vice-président de la communauté urbaine du Havre et de la communauté d'agglomération du Cotentin. Voilà. Ensuite, vous avez un représentant de l'Assemblée des départements de France, des représentants des intercommunalités de France. Donc, concernant le Calvados, il y a notamment la vice-présidente de Lisieux Normandie. Vous avez, donc au titre des intercommunalités de France, vous avez l'Association des maires de France,
l'Association des petites villes de France, donc avec un représentant à chaque fois, et un collège des entreprises composé de 10 membres, où vous allez retrouver Normandie Énergie, qui est une association qui fédère la filière des énergies, représentant du syndicat des énergies renouvelables, EDF, GRDF, Enedis, RTE, enfin tous les gestionnaires de réseau. On a Enercop, la FEDEN, voilà, des syndicats, et un collège de la société civile et des associations avec 4 membres, avec des associations environnementales, France Nature Environnement, UFC Que Choisir, etc. Euh, la Chambre d'agriculture et Biomasse Normandie. Voilà. On nous demande aussi si on peut apporter des modifications. Je suppose que là, c'est une question de quelqu'un qui serait dans l'hypothèse où il a déjà envoyé ses ZAENR, qui aurait des... La question, je suppose qu'on peut modifier à tout moment. Enfin, je laisse la parole. On peut modifier à tout moment, à part si vous avez coché la dernière case qui est l'envoi au référent préfectoral. Enfin, il me semble que vous n'avez plus la main quand vous avez dit que c'était votre version finale et que vous l'avez envoyé au référent préfectoral, mais avant, si vous avez juste en mode brouillon ou demandé des avis, il est toujours possible de modifier. Euh, Vous faites une modification, il faut quand même redélibérer, etc. Il y a toute une moulinette qui se réenclenche, hein. Donc, on ne modifie pas comme ça la carte, il faut redélibérer, passer le PCI, etc. Donc, on vous encourage vivement à cliquer sur envoyer à l'État quand, enfin, la demande d'arrêt quand vous êtes vraiment sûr de vous et que tout a été accepté après concertation du public. Voilà, je crois que ça s'achève parce que là, on nous indique qu'il est midi passé, qu'on nous envoie des remerciements. Donc, je crois qu'il est l'heure pour nous de conclure et de remercier nos deux intervenantes, Guénelle Carlier et Eva Amiel. Alors, avant de vous quitter, Ah. on a on a une petite enquête de cette. Guénel, on t'entend, on t'a pas entendu. Vous m'entendez pas, mais vous avez tous vu apparaître à votre écran le petit questionnaire de satisfaction. Donc, on espère qu'il a répondu à vos attentes. Donc, merci. Ah oui, alors massivement, il a répondu à vos attentes. Donc, merci beaucoup. On est ravis si ça a pu vous aider et on vous donne rendez-vous aux formations si vous êtes inscrit. Merci beaucoup et à bientôt.